L'autorité, qu'est-ce qui fait l'autorité d'un chef? Eh bien, comme nous en avons discuté dans nos cafés philo McDo récents, le chef et l'autorité du chef dépend du groupe, dépend de la culture. On n'est pas les signes du chef, les signes de reconnaissance du chef ne sont pas les mêmes partout, ne sont pas universels. Les résultats peuvent être universels, c'est-à-dire qu'il y a toujours des chefs. On le voit très bien, dans des groupes, quand il y a des organisations internationales, on voit des chefs. Mais ces chefs n'ont pas été élus, n'ont pas été choisis selon les mêmes critères. Ça, c'est important. Je préfère employer l'expression tête bien faite et tête bien pleine pour distinguer les deux types de chefs. Il y a le chef qui a beaucoup de choses à raconter, qui se donne en spectacle, et les autres écoutent. Et puis il y a le chef qui est réformateur, c'est-à-dire qui remet en question ce qui se dit, qui corrige. Et ce sont deux conceptions très différentes du chef qui sont un petit peu l'opposition entre le nord et le sud de l'Europe, par exemple. Et même le nord et le sud de la France. Et quand quelqu'un vient d'un groupe où il y a une certaine idée du chef, et qui passe dans un autre groupe où il y a une autre idée du chef, eh bien ça ne fonctionne pas. Il ne reconnaît pas cette autorité, ou plus exactement, il la reconnaît en tant que telle, mais elle n'est pas pour lui légitime, en quelque sorte. Et d'où les problèmes, celui-là n'a pas été élu correctement. Voilà. La légitimité est un terme qui est complètement relatif à l'idée qu'on se fait du chef. D'autre part, quand on rentre dans un groupe, on doit plus ou moins avoir conscience des modes, des valeurs qui sont propres à ce groupe. Et même lorsque le chef, sans parler de la question du chef, on voit que telle personne que l'on rencontre est en position de diriger, en position de dirigeant. Et on peut le dire soit parce que c'est maintenant, soit parce que ça va être le cas plus tard. Et en ce sens-là, l'âge ne joue pas tellement de rôle. Moi-même, j'ai été en position de chef très jeune, dès l'âge de 24-25 ans, et ça s'est fait naturellement, une sorte de charisme qui a pu jouer, et qui a fait que ça trouvait tout à fait normal que je dirige les choses, que je dirige les groupes, etc. Que je donne le là, que j'anime, etc. Et effectivement, on peut aussi imaginer que la notion de chef au sein d'un même groupe puisse évoluer au cours du temps. Que la légitimité des années 70 ne soit plus la légitimité des années 2010, par exemple, 40 ans plus tard. C'est tout à fait possible également. Le rôle des femmes, le poids des femmes dans une société peut également jouer un rôle très important. Les femmes étant plutôt de l'ordre de la tête bien faite, bien pleine, et les hommes de la tête bien pleine, bien faite. Donc à partir de ce moment-là, la légitimité va varier, va basculer. Il y a des gens qui veulent surtout qu'on les nourrisse, qu'on les remplisse. Hein, bon, dans ce sens-là, la femme veut être remplie, à tous les sens du terme. Nourrie, ça peut aussi être enceinte, tout simplement. Mais en tout cas, qu'elle reçoive quelque chose. Elle ne demande pas à ce qu'on la fasse participer au débat, aux discussions. Elle veut surtout qu'on lui donne du travail, qu'on lui donne du grain à moudre, qu'on lui donne de la matière, qu'on lui enseigne quelque chose, qu'on lui donne des connaissances. Et ça aussi, ça pose le problème au niveau de l'enseignement. Quelle conception de l'enseignement a-t-on? Qu'est-ce qu'on doit enseigner? Quel est le rôle de l'école? Est-ce que l'école, c'est pour remplir la tête des gens avec une sorte de connaissances? Ou est-ce que c'est pour les amener à réfléchir et à exploiter leur propre intelligence? D'où la parabole des talents.
Bon, voilà aussi un débat. Mais c'est un débat qui devrait être plus serein si on accepte dès le départ que, un, les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes repères, et que, deux, selon les cultures d'origine, on n'a pas la même conception de la légitimité du pouvoir. Bon, à partir du moment où on accepte ces dualités, les choses deviennent plus simples, et les gens ne sont pas dans des évidences. Et puis il y a un troisième facteur qui joue également, un autre facteur qui joue également, c'est le temps. C'est-à-dire qu'il y a une cyclicité qui fait qu'à un moment donné d'un cycle, on est plutôt à fournir des données de base à tout le monde, et à un autre moment du cycle, il s'agit au contraire de montrer que certaines personnes maîtrisent mieux ces données que d'autres, et que par conséquent, elles ont vocation à diriger. C'est un petit peu le passage d'une période favorable à la gauche à une période favorable à la droite. Et ça aussi, il y a une intolérance à ce sujet, parce qu'on ne comprend pas que à une période donnée, il est préférable de faire telle politique, et à une autre période de telle autre politique. Et c'est aussi le problème de la fin et des moyens. Est-ce qu'on doit donner, est-ce que l'égalité est une fin ou un moyen? Pour la gauche, l'égalité est une fin, pour la droite, l'égalité est un moyen. C'est-à-dire qu'il faut donner des connaissances pour arriver ensuite à hiérarchiser et à sélectionner. Donc, au départ, égalité, tout le monde, un maximum de gens doivent recevoir des connaissances pour qu'on puisse repérer les meilleurs. C'est un peu paradoxal, ça. Égalité pour justement générer de l'inégalité. Et pour la. Donc, ça, c'est pour la politique de droite. Et pour la gauche, au contraire, l'objectif, c'est de toute façon que tout le monde participe, que tout le monde soit à égalité, etc. etc. Bon. Alors que pour la droite, c'est simplement un moyen de parvenir à une sélection. On ne peut sélectionner, par exemple, des joueurs de football que s'ils apprennent à jouer au football. On ne peut sélectionner des gens pour écrire des textes que si tout le monde sait écrire, etc. etc. Mais ce n'est pas une fin en soi. Voilà. Donc, ce qui est assez amusant, par exemple, dans les cafés philo, où il y a une certaine mixité, mais il n'y a pas que les hommes et les femmes, il y a aussi des comportements culturels qui sont différents, c'est que certaines personnes n'ont pas grand-chose à dire tant qu'il s'agit de discuter avec d'autres personnes et de réagir à ce que disent les autres personnes. Par contre, dès qu'on leur demande de raconter quelque chose qu'elles savent, qu'elles ont connu, alors là, elles sont intarissables. Dès qu'on est une question, alors c'est le problème de la question. Il y a des groupes qui s'interrogent, qui se posent des questions qui n'ont pas de réponse écrite, etc. Donc la réponse, il faut la chercher ensemble. Et d'autres personnes qui posent des questions dont on connaît la réponse. Donc certaines personnes connaissent la réponse, donc il n'y a plus qu'à poser la question ou à interroger un dictionnaire, une encyclopédie, ou quelqu'un, bon, ou Google, etc. Donc l'idée même de question n'a pas le même sens pour tout le monde. Hein. Dans certains groupes, poser des questions, c'est compléter ses connaissances. Dans d'autres groupes, poser des questions, c'est avancer dans sa réflexion. Pas du tout la même chose. Voilà. Donc tout un ensemble de facteurs qui ne correspondent pas aux mêmes valeurs, aux mêmes repères, et il est important qu'on en prenne connaissance. Cela dit, je pense que d'une manière générale, il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas mélanger les différents critères. Au CERIGE que nous avions créé en 1978, le Cercle d'études et recherches sur l'identité juive, on était arrivé à la conclusion qu'il y avait les femmes du CERIGE qui étaient plutôt pour un groupe vécu, où on racontait des choses qu'on avait vécues, des souvenirs de famille, etc. Et pour les hommes, c'était plutôt ce qu'on appelait le groupe théorique, où on réfléchissait globalement, et pas seulement au niveau de son vécu personnel ou de sa mémoire familiale, sur la question juive. Et vous, par exemple, là aussi, malheureusement ou heureusement, ça ne fonctionne pas de la même manière. Et on le voit dans les cafés philo, où lorsque l'on élève le débat, si l'on dit, c'est-à-dire qu'on va faire plus d'abstraction, plus de maîtrise au niveau de la réflexion, il y a très peu de femmes qui interviennent, et dès qu'on descend le débat, qu'on fait baisser le niveau, où on raconte ses histoires personnelles, on raconte son vécu personnel, son savoir personnel, et là, les femmes sont beaucoup plus présentes. Et pour terminer,
je voudrais terminer sur cette question que j'ai débattue, notamment avec Valentin, un des enfin, un de ceux qui participent à nos cafés philo. Je lui ai expliqué qu'une règle de base, selon la conception du débat parisien, c'est d'être bref, hein, et lui il ne sait pas être bref, de ne pas raconter quelque chose qu'on a déjà appris, mais de faire l'effort de s'exprimer par rapport à ce qui se dit ici et maintenant, ce qui a été dit avant les autres, et quand les autres ont dit quelque chose, on ne va pas répéter ce qu'ils ont dit. Hein. Ça, cette idée qu'on imagine un groupe où chacun répéterait ce que l'autre a dit avant, ou ne ferait pas attention à ce qui a été dit avant, ce qui serait pareil d'ailleurs. Et donc il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas une bonne écoute. Et souvent les gens sont plus des émetteurs que des récepteurs. La moindre des choses, pour moi, il y a une éthique de la discussion que j'ai toujours gérée depuis des décennies. Il faut écouter ce que les autres disent et non pas répéter ce qu'ils ont à dire. S'ils ont déjà dit ça, c'est pas la peine de le répéter pour montrer qu'on sait aussi. Donc c'est pas ça le problème. Et il faut aussi, dès que quelqu'un exprime devant vous par des doutes, par des mimiques, en levant le doigt, etc., eh bien, il faut le laisser s'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'on va pas pouvoir terminer ce qu'on a à dire. Cette expression de terminer ce qu'on a à dire est ridicule. On n'est pas des machines, on n'a pas à terminer quelque chose. On contribue à une réflexion. Bon, eh bien, si quelqu'un veut intervenir, eh bien, qu'il intervienne, et puis on reprend. Donc, quelqu'un comme ça qui jalousement veut qu'on le laisse parler, et qu'on n'interrompe pas, et qu'on le laisse terminer, je trouve ça totalement ridicule et même pathétique. Mais, cela dit, s'il y a des gens qui préfèrent fonctionner comme ça, eh bien qu'ils fonctionnent comme ça dans leur groupe, mais ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne dans le groupe que je... Et alors, aussi, je voudrais quand même préciser que dans les groupes que nous animons, que j'anime, si quelqu'un me dit que je parle plus que telle et telle personne, ben c'est tout à fait normal, puisque c'est moi qui anime, c'est moi qui relance la discussion, c'est moi qui suscite la discussion, donc il est normal que je parle davantage que tel ou tel participant. Bon, voilà des banalités, des évidences. Je crois qu'il était important de vous en faire part.